Bonjour et bienvenue à notre webinaire. Optimisez votre chaîne d'assurance qualité avec Metrascan 3D et Metrologue Evo. Je m'appelle Nina Fernandez, je suis responsable régional marketing chez Créaform et ensemble avec Olivier Longmar, directeur de vente France chez Créaform et Arnaud Costa, OEM Sales Manager chez Metrology Group, nous allons vous présenter ce webinaire. À tout moment, pendant le webinaire, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet Questions. On répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. Vous pouvez également télécharger des brochures via l'onglet Documents. Notez aussi que ce webinaire sera enregistré et vous le trouverez prochainement sur nos sites web respectifs et un lien vous sera aussi envoyé dès que la vidéo sera disponible. Je passe maintenant la parole à Olivier et Arnaud et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Nina, bonjour à toutes et à tous, Olivier Longuemare, donc je suis directeur des ventes pour Créaform pour la partie le territoire de la France. Bonjour à tous, donc Arnaud Costa, OEM Sales Manager pour Metrologic. Je suis en charge des partenariats et notamment du partenariat entre Metrologic et Créaform. Et donc, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire mutuel et commun avec Créaform. Merci Arnaud. Alors, donc peut-être avant de commencer, allons-nous pouvoir nous présenter. Voilà, j'ai un petit peu de lag. Alors, donc Créaform. Créaform, nous sommes une société québécoise qui a été créée en 2002. Nous sommes implantés à Lévis, sur la rive sud, face à Québec City. C'était 3 personnes en 2002. C'est aujourd'hui près de 600 employés de par le monde, répartis sur 16 bureaux dans 13 pays. Donc qui nous permettent d'adresser les ventes directes dans les pays dans lesquels nous sommes implantés. Et en parallèle de ça, nous avons un réseau de 180 revendeurs de par le monde. Nous sommes intégrés au groupe Ametec depuis 2013. Historiquement, excusez-moi, je lag vraiment. Historiquement, pardon, nous sommes une société de service, c'est-à-dire que, en fait, de 2002 à 2005, nous avons travaillé sur la création de nos technologies, mais nous avons, j'allais dire, financé tout ça grâce à du service, et nous avons une expertise en mesure 3D depuis bon nombre d'années. Nous avons ajouté à notre panel de services, de prestations de services, des prestations de bureaux d'études, de design, et même des propositions de contrôle qualité déportées pour certains de nos clients, plus en Amérique du Nord pour cette partie-là. Et bien évidemment, comme je le disais, depuis 2002, mais même avant finalement, nous développons des technologies de mesure 3D. Historiquement au départ plus sans contact et depuis 2007 avec des solutions avec contact. Bien évidemment les suites logicielles qui en découlent et des applications métiers dédiées par exemple au métier du contrôle non destructif et de la corrosion. Notre ADN est assez basique, j'allais dire, faire simple, contrôler rapidement, le plus précisément possible, n'importe où, n'importe quel type de pièce. C'est vraiment notre ADN. Vous pourrez le voir au cours de la démonstration. On est vraiment sur cette idée de démocratisation de la mesure 3D pour être vraiment en accord avec les problématiques industrielles actuelles. Nos références communes avec Metrology Group, aujourd'hui c'était plutôt dédié automobile, mais bien évidemment on n'adresse pas que le secteur de l'automobile, on va adresser également l'aéronautique, aussi bien le médical, la conservation de patrimoine. Nos références automobiles, donc on voit là aussi bien les donneurs d'ordre, les manufacturiers, que les sous-traitants de rang 1 ou de rang 2, voilà, sur toutes les problématiques liées à l'automobile. On a voulu aujourd'hui vous présenter une solution pour scanner des grandes pièces, donc plutôt des pièces de type automobile. Donc, je vous disais en introduction que nous étions créateurs de solutions technologiques. Donc, rapidement, je vais balayer le portfolio. Un scanner d'entrée de gamme qui s'appelle le GoScan, qui est un scanner ultra portable à main, qui est basé sur la technologie lumière structurée et qui est beaucoup utilisé par nos clients pour faire de la rétroconception et pour faire de l'archivage 3D. Vous pouvez voir sur le côté, c'est un résultat de scan 3D dont on a été capable de prendre finalement la couleur, la texture. Notre fer de lance qui
dont la première génération est sortie en 2005, pardon, donc le ND-Scan, qui aujourd'hui, je pense, est relativement, enfin mondialement connu. Donc laser, technologie laser, bleu, troisième génération de scanner. C'est vraiment, j'allais dire, notre couteau suisse. Il est capable de tout faire. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est prendre la texture, mais il est plus vraiment dédié contrôle qualité, répondant à des normes et des standards dont je reparlerai ultérieurement. Enfin, troisième scanner possible. Donc là, on est sur du scanner grand volume. Donc là, vous avez, on reviendra, c'est ce matériel qui sera utilisé pour la présentation aujourd'hui, dont je reviendrai dessus en détail. Mais même chose que le ND-Scan, contrôle qualité, rétroconception, scan de grandes pièces, laser bleu. Je vais passer la parole, à Arnaud. Arnaud, à toi. Merci Olivier, merci pour cette introduction. Donc effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui nous sommes deux sociétés. Nous avons donc la société Créaform pour la partie hardware, expert en scanner à main, et la société Métrologique pour la partie logicielle. Donc rapidement, quelques mots au sujet de Métrologique. Donc Métrologique est une société française. Nous fêtons nos 40 ans. Nous sommes basés à Mélan, donc c'est en région grenobloise. Nous faisons partie du groupe Sandvik. Et notre société donc est extrêmement orientée à l'international puisque nous sommes composés de 6 filiales et 18 revendeurs afin de couvrir le monde entier et de diffuser nos solutions de partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs compétences clés. Nous en avons 3. Donc nous sommes éditeurs de logiciels, éditeurs du logiciel Métrologue. Nous sommes éditeurs indépendants, ce qui nous permet d'avoir une solution universelle capable de se connecter à la majeure partie des systèmes de mesure. On verra dans le slide d'après, mais la majeure partie des systèmes de mesure disponibles sur le marché. Nous avons également une activité de rétrofit. Donc c'est une activité historique que nous conservons qui nous permet de proposer des commandes numériques sur des machines 3D, donc des machines de mesure tridimensionnelles, afin donc de remplacer de l'électronique obsolète ou également afin d'augmenter les capacités de la machine 3D. Et notre dernière compétence, c'est le service. Donc, on entend par service la calibration de machines tridimensionnelles, l'entretien préventif et curatif des machines, et également, nous sommes centre de formation Datadoc pour nos solutions logicielles. Donc, ces 3 compétences afin d'avoir une offre vraiment globale sur le marché pour nos clients. Donc, quand je vous disais que notre solution logicielle est une solution universelle, donc déjà parce qu'on sait se connecter à la majeure partie des instruments de mesure qui existent sur le marché. Donc, machine 3D, systèmes portables tels que les systèmes Créaform, des systèmes d'automation, donc c'est ce que l'on voit également à l'écran avec des cellules robots, c'est-à-dire que Métrologue est capable de piloter le robot et d'exploiter le système de mesure qui est connecté au robot. Donc, par solution universelle, on entend aussi universel en termes d'application. Nos logiciels sont diffusés et utilisés dans toutes les industries. Alors, majoritairement dans les industries aéronautiques et automobiles, mais également dans la santé, dans les transports, dans l'énergie, dans toutes les industries qui nécessitent du contrôle qualité. Et on va répondre à chacune de ces problématiques qui, comme vous l'imaginez, sont très diverses avec un seul et même logiciel. Donc, quelques mots à propos de notre portfolio. Aujourd'hui, Métrologique, nous développons différents logiciels. Ce qui est important, c'est que tous ces logiciels sont sur la même fondation, ce qui permet d'avoir une solution vraiment robuste, puisque si vous développez différentes fondations, systématiquement, il faut les tester. Quand vous apportez un développement pour un logiciel, il n'est pas automatiquement reporté sur l'autre. Donc, nous avons fait le choix chez Métrologique d'avoir une seule et même fondation, mais de décliner suivant différents produits. Donc, on va retrouver Métrologue X4, qui est notre logiciel phare, qui va se connecter à un système de mesure. On va retrouver Silma X4, qui est une solution de simulation offline permettant de créer l'environnement virtuel et notamment utilisé pour faire de la programmation, de la préparation, donc en amont de la mesure, et a posteriori également pour faire de l'analyse. Et nous avons notre petit dernier, donc Métrologue Evo. Métrologue Evo, c'est une version donc for Créaform, c'est le logiciel que nous allons vous présenter aujourd'hui, qui est une solution que nous avons développée en partenariat donc avec Créaform. Donc cette solution logicielle,
elle est spécifiquement et elle est dédiée uniquement au système Créaform portable. Donc, on a deux versions, une version Touch et une version Touch et Scan. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter la version Touch et Scan. Cette version bénéficie évidemment, et comme je vous l'ai présenté, puisqu'elle est sur la même architecture, des performances de Metrolog Xe4. Donc, c'est très important d'avoir un logiciel performant puisque nous allons être amenés à devoir manipuler des maillages de grande dimension, des CAO de plus en plus complexes également. On voit nos clients historiquement ouvrir des petites CAO. Aujourd'hui, ils commencent à ouvrir des avions complets, des voitures également, des carrosseries complètes. Donc, il est très important d'avoir un logiciel extrêmement performant à ce niveau-là pour derrière faire des programmations et pour pouvoir faire des calculs et des comparaisons entre le maillage et la CAO. Donc, je vais repasser la parole à Olivier qui va nous présenter les défis de l'assurance qualité, les problématiques de nos clients. Merci beaucoup Arnaud. J'ajouterais même à ce que tu as dit que au-delà de notre partenariat, on est également voisins puisque finalement notre bureau français de Créaform est implanté également à Grenoble. Donc ça nous permet d'avoir réellement une synergie très forte. Tout à fait. Alors, continuons. Donc les défis industriels. Donc une phrase un peu générique, mais finalement aujourd'hui pour les industries manufacturières a fortiori, les notions de compétitivité sont très importantes et la qualité est de plus en plus élevée. Donc, il est bien évident que la multiplication des mesures fait que, au départ, ça pouvait être chronophage. L'idée étant d'utiliser du coup la bonne technologie au bon moment, avec un très bon suivi, afin d'être capable d'être le plus rigoureux possible. Si je prends juste un exemple, par exemple sur l'industrie de la fonderie, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de mesures qui peuvent être effectuées en amont, par exemple, sur les moules, pour leur mise au point, pour la préparation, mais aussi pour les opérations de noyautage, ou même après, une fois qu'on les utilise pour tout ce qui est nettoyage, maintenance, montage, démontage. Donc on peut faire tout un tas de mesures. On peut bien évidemment également être en aval, donc une fois que nous avons réalisé les pièces, eh bien on peut effectuer un certain nombre de mesures, pièces chaudes, pièces froides, après traitement thermique, les retouches et également pendant la mise au point. Donc toutes ces opérations-là sont importantes et l'idée, comme je vous disais, c'était que on va toujours essayer, qu'on soit en amont ou en aval, quelle que soit la mesure, d'optimiser toujours les temps de mesure et également comment dirais-je la technologie utilisée pour extraire les mesures. Nous ne sommes, nous, que dans une partie de la chaîne. J'arrive pas à passer la main à Arnaud. Ça y est, je peux passer la main à Arnaud. Nous sommes la partie mesure. Et je vais laisser Arnaud nous expliquer ce qui se passe en amont et en aval de cette notion de mesure. Merci Olivier pour les explications. Donc effectivement, quand on parle de mesure, on se focalise, on pense immédiatement à prendre son système de mesure et aller faire ses mesures. Finalement, en fait, un processus qualité, il est composé de différentes phases et on les a structurées, on les a schématisées ici à l'écran. Donc, on va avoir toute une phase de préparation qui est très importante, qui va être très utile lorsque l'on va faire ces mesures, c'est la préparation de nos data. C'est-à-dire que on va bien souvent utiliser soit des plans papier, soit des CAO. Il est très important de préparer ces informations-là puisqu'elles seront utilisées en cours de mesure. Ensuite, sur certaines applications et même sur des applications manuelles, on a une phase de programmation. C'est-à-dire que au travers de la CAO, au travers donc de différents logiciels qu'on est capable de vous apporter, on va pouvoir programmer avant la mesure et ça va être très utile pour structurer le scénario de mesure et ensuite donc n'avoir plus qu'à scanner la pièce entre guillemets et aller extraire toutes les entités de manière automatique jusqu'à l'impression du rapport. Puis ensuite donc mesurer, bon bah voilà, c'est une partie majeure. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir quand on a des résultats qui sont bons ou mauvais, les analyser. Puisque derrière, sur la base de résultats donc mauvais, on va pouvoir appliquer des corrections sur nos outils de production. Et donc, c'est très, très important d'avoir des outils d'analyse et avoir aussi des outils qui permettent de communiquer, d'exporter les résultats. Donc, au travers de cette structure, chez Metrologic, nous avons pu décliner nos logiciels, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec différents produits afin de répondre à chacune de ces phases avec toute une suite logicielle adaptée pour chacun des points.
Donc voilà Merci Arnaud. pour cette partie. Ok, merci Arnaud. Donc on va passer à la partie mesure. Bien évidemment, vous avez compris dans ce qui a été expliqué juste avant que tout est normalement intégré. Là, on a délibérément choisi de présenter d'une part la mesure et après l'analyse. Bien évidemment, dans ce qu'on a vu juste avant, tout est intégré. Donc, ce qui est très important à comprendre est un des différenciateurs des technologies de créaforme, c'est qu'on utilise un concept qu'on appelle le référencement dynamique. Donc en fait, pratiquement toutes nos technologies fonctionnent sur un système de photogrammétrie et donc de suivi dynamique. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez sur la partie gauche un tracker qu'on appelle le C-Track, et ce tracker, à l'aide d'une vision stéréo et avec tout un tas d'algorithmes de vision, localise dans l'espace le scanner qui lui-même est équipé de réflecteurs, et ce sont les réflecteurs et la position du point de centre des réflecteurs qui est calculée dans l'espace. Le gros avantage, c'est qu'on peut utiliser cette photogrammétrie également sur l'objet qu'on va mesurer. Donc le gros intérêt de faire du tracking et du référencement dynamique est que pour des applications en atelier, en dehors des laboratoires, là où vous êtes dans des environnements qui sont tout de même des environnements vibratoires, eh bien évidemment, on va pouvoir s'affranchir des problématiques de vibration et de déplacement même. C'est-à-dire que si à un moment il faut que je bouge complètement mon tracker pour le mettre de l'autre côté de la pièce, eh bien j'ai juste à le déplacer. Étant donné qu'il suit les pastilles, on sera automatiquement re-référencé. C'est un gain de temps énorme. Ensuite, je suis désolé, j'ai un petit peu de lag dans ma présentation. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas passer au slide d'après. C'est parti. Donc, comme je vous disais, on utilise ces technologies-là, bien évidemment, sur la technologie Metrascan ND-Probe, hein, qui est la solution de scan et de palpage traqué. Mais on le fait également avec notre GoScan et notre ND-Scan qui utilisent eux également le concept de photogrammétrie. Tout ça pourquoi? Pour quelque chose qui est très important dans la mesure tridimensionnelle. Le nerf de la guerre, finalement, c'est la précision. Ce qu'il faut savoir, c'est que la précision n'est pas uniquement liée aux spécifications techniques de votre machine. Et ça, c'est très, très important. Donc, c'est monsieur Ishikawa qui a mis en place ce qu'on appelle la règle des 5 M. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que la machine, certes, influence, mais les méthodes que vous allez utiliser, par exemple, si vous êtes obligé de déplacer le tracker ou si vos utilisateurs ne sont pas des spécialistes de l'utilisation de la technologie, ou si vous avez des matières, par exemple, qui sont réfléchissantes, brillantes, etc., ou si vous êtes en atelier, finalement, eh bien, tous ces facteurs-là vont influencer la précision, le résultat. Ce qui est très intéressant avec la notion de référencement dynamique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'à chacun de ces M, finalement, on va être capable de gommer les effets pervers qu'on pourrait retrouver. Hormis les températures et hygrométrie, bien évidemment, une pièce qu'on fera chauffer va se déformer et là, on n'y peut rien, c'est la nature. Mais tout ce qui peut être entre guillemets contre nature, on va essayer de travailler dessus. Donc, rapidement, je vous en parlais tout à l'heure, le C-Track, la solution technique, va nous permettre de mesurer dans 17 mètres cubes. Je vous disais tout à l'heure, on peut déplacer à sa guise le tracker, donc en fait, on peut étendre très très facilement ce volume de mesure. La précision au sein des 17 mètres cubes est jusqu'à 64 microns. Le scanner étant lui localement précis à 25 microns, utilisant la technologie laser bleu, 1 800 000 mesures par seconde. Toutes les spécifications qui peuvent vous être données métrologiques respectent la norme ISO 17025 et les standards VDI-VDE 2635, je crois que c'est la part 3. Voilà. Donc c'est vraiment une technologie dédiée rétroconception, contrôle dimensionnel en atelier, d'accord, finalement en univers instable, avec les notions de référencement dynamique et également de compensation dynamique, je vous en reparlerai pendant la présentation. Donc là, c'est une vidéo. Donc, par exemple, vous voyez donc la pièce que nous allons scanner, qui est une pièce noire brillante. Donc, pour faire, je vous parlais de simplicité tout à l'heure. Eh bien, vous voyez cette représentation graphique du volume de mesure. On voit que les pastilles sont automatiquement traquées. Vous voyez sur la droite de l'écran maintenant que le système traque 11 pastilles qui ont été mises sur l'objet que j'allais déplacer et que quand je cache mes pastilles, en temps réel, elles disparaissent. Donc, bien évidemment, on mettra plus de 2 pastilles ou 3 pastilles sur le modèle, histoire de s'affranchir de ces problèmes de pastilles qui pourraient disparaître. Il en est de même pour le scanner. Vous voyez que dès qu'il rentre dans le volume de mesure,
on le voit apparaître, et vous avez également sur la droite de l'écran, toujours, des informations sur le nombre de pastilles vues du scanner. On peut maintenant lancer le scan, tout est pilotable directement depuis le scanner, et donc ce qui va caractériser l'ADN aussi de Créaform dans le souci de gain de temps, c'est la représentation graphique immédiate à l'écran en temps réel de ce qui se passe. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Ce que vous voyez en bleu s'afficher à l'écran sur la partie informatique, pas dans la vraie vie, en fait, c'est directement un maillage. Donc ça, c'est très, très important parce que quand on est sur une technologie qui ne génère que du nuage de points, les opérations de post-traitement ultérieures peuvent être assez chronophages, que ce soit pour du contrôle qualité, c'est un peu moins vrai, mais ça peut quand même être le cas, mais surtout quand vous faites par exemple de la rétroconception, les visualisations d'un nuage de points, c'est très très compliqué. Donc là, vous voyez, j'ai pu me déplacer, j'ai arrêté mon scan, j'ai repris de l'autre côté, étant donné que l'objet 3D est référencé et que le scanner est référencé, on peut finalement tout déplacer à notre guise et du coup, on est capable de compléter notre scan en temps réel. Donc tout ça est très très important. Donc comme je disais, pièce brillante, scan en temps réel. Vous allez voir, on va bientôt estimer avoir terminé le scan de cette pièce. L'intérêt d'être en maillage direct, j'insiste bien là-dessus, c'est un maillage direct qui est calculé par la carte graphique en parallèle de notre algorithme. Lorsqu'on fait un stop scan, ce que je fais maintenant, le stop scan est quasi immédiat. Le fait d'avoir généré un maillage nous permet, par des petites bascules informatiques en fait qui sont proposées dans le logiciel, d'effacer automatiquement tout ce qui ne fait pas partie de la pièce. Étant entendu qu'en général, c'est sur la pièce qu'on mesure qu'on a le plus de données mesurées. Donc c'est juste un jeu de voilà. Sur un nuage de points, c'est pas possible de le faire. Vous êtes obligé de désigner la zone qui vous intéresse. Donc là, on voit en temps réel un maillage qui a été créé. J'ai fait stop scan et j'ai des petits triangles. Donc bien évidemment, ce sont des paramètres que vous pouvez modifier dès le départ ou une fois que vous avez scanné, si le résultat vous convient pas, on verra tout à l'heure qu'on peut changer à notre guise la résolution. Là, on se rend compte qu'il y a des zones qui n'ont pas été scannées, mais que nous aimerions tout à l'heure analyser. Donc, c'est important d'aller reprendre des données. On va surtout pas s'amuser à boucher des trous en automatique, parce que là, on fait plus du contrôle dimensionnel. Hein. On créerait des données qui ne sont pas mesurées. Donc là, en fait, on vient tout simplement compléter. Et à partir de là, vous pouvez finalement, plus vous scannez, plus vous avez de données qui sont stockées et vous générez un modèle maillé. C'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. En fait, on travaille avec ce qu'on appelle un voxel et on vient stocker les données de mesure dans le voxel. Le voxel, c'est, vous imaginez un petit pixel mais 3D. Donc on vient faire une analyse 3D de l'objet et à partir de là, on crée le modèle. Vous avez vu, quand on voit le cône qui était à l'écran, là, la pièce, elle fait bien 1m20, 1m30, on pourra regarder tout à l'heure les dimensions. En fond de champ, on est presque à 4 mètres, hein, donc on peut commencer à vraiment pratiquement scanner un 3/4 de caisse en blanc directement sans repositionnement du scanner. Ce qu'on va faire une fois qu'on a fait cette acquisition de mesure, on va optimiser notre maillage. C'est la seule opération de post-traitement que vous aurez à faire. Et encore une fois, c'est une opération automatique. C'est-à-dire que là, je choisis le post-traitement que je veux appliquer, par exemple un maillage plus léger, ou là, comme je veux faire du contrôle dimensionnel, je ne veux pas supprimer des mailles, je veux lui dire tu me gardes tous les points parce que je vais vouloir analyser par exemple des planéités, des choses comme ça. À partir de ce moment-là, on va être tout simplement capable, une fois qu'on a fini ce résultat-là, qu'on a le résultat et qu'il est satisfaisant, on va donc être capable de l'exporter vers Metrologue Evo, en sachant, je le dis, mais Arnaud reviendra dessus, que tout ça normalement est transparent, c'est-à-dire que si vous êtes dans une gamme de mesures faites pour Metrologue Evo, dans la gamme, à un moment, on vous demandera à scanner, vous passerez dans l'environnement VX Element de Créaform, et quand vous aurez fait votre finalisation, ce qu'on a fait en fin de scan là, vous allez automatiquement revenir dans l'interactif Metrologue. Arnaud, à toi de jouer. Je te passe la parole. Super, merci Olivier. Donc oui, effectivement, comme tu le disais, le logiciel principal reste Metrologue Evo et en fait, de manière automatique, quand il en a besoin pour faire l'acquisition donc du maillage, il va lancer VX éléments et ensuite, on va récupérer de manière automatique un maillage propre directement dans Metrologue Evo.
Donc, on va maintenant passer donc sur la partie traitement des données dans Metrolog Evo for Creaform. Donc, on est sur un logiciel assez classique, j'ai envie de dire, avec une vue 3D. Donc, la vue 3D, c'est notre environnement de travail. C'est là où on va retrouver notre maillage, notre CAO, nos éléments. On retrouve également donc une barre d'éléments où on va pouvoir venir extraire, créer des données, donc des données géométriques, des données surfaciques et également ensuite évaluer des distances, des angles et des tolérances. Donc ensuite, on retrouve notre fenêtre de résultats, savoir si nos éléments sont bons ou pas. On a un petit aussi logo qui nous permet de savoir le statut du système de mesure. Donc, une fois qu'on a fait donc l'acquisition, on retrouve directement le maillage. Donc, vous voyez, on est sur un maillage qui est déjà très propre, sur lequel on n'a pas à venir faire de filtrage ou de suppression. Et on va venir ouvrir notre CAO. Donc, on a différents moyens d'aligner notre CAO avec notre maillage. Donc ici, on est sur une méthode d'alignement automatique, Best Fit, où on va venir en fait superposer le maillage à la CAO de manière automatique. On a une autre méthode où là, on va pouvoir venir donc sélectionner des références. Donc pour les puristes, ce type de repère est intéressant. Donc le principe de l'alignement, c'est de venir bloquer isostatiquement notre pièce. Donc c'est ce que je fais ici à l'écran. Je viens cliquer 3 points pour matérialiser un plan, donc à la fois sur le maillage et sur la CAO. Ensuite, je viens cliquer donc 2 points sur mon maillage et sur ma CAO. Et le dernier point, mon point de butée, donc sur le dessus. Et ensuite, le logiciel va faire coïncider les points cliqués sur le maillage avec les points cliqués de la CAO. Et vous voyez donc, il vient créer l'alignement par rapport à ces références. Donc ensuite, très rapidement, on va pouvoir faire une comparaison entre notre maillage et notre CAO. C'est intéressant, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et on retrouve en fait donc notre cartographie couleur avec notre échelle de couleurs et on voit automatiquement les zones où j'ai des surplus de matière ou des manques matière qui sont matérialisés par du rouge et du bleu avec évidemment une variation de couleur entre les deux. Et quand je suis en vert, donc c'est quand je suis dans ma tolérance. On retrouve une petite fonction qui va nous permettre d'aller piquer des points directement sur le maillage. Donc, on fait une extraction en fait en temps réel et on a créé une étiquette, ce qui nous permet de voir sur les zones et vraiment dans des endroits précis sur lesquels on a cliqué, la valeur entre le maillage et la CAO. Donc, une fois que l'on a fait cette opération, l'idée, c'est donc de créer une vue pour venir l'intégrer dans notre rapport de contrôle, avoir en fait une matérialisation graphique de nos résultats et de nos écarts. Donc, évidemment, une fois que l'on a fait ça, donc on va pouvoir faire cette même opération de manière locale, c'est-à-dire que là, moi, j'avais fait donc une cartographie couleur globale. Maintenant, je veux faire une cartographie couleur locale, donc sur la zone sur laquelle je suis en train de cliquer. Donc là, j'ouvre un élément surface. La première étape consiste à définir cet élément surface et ensuite, je vais venir l'extraire. Donc, l'extraction consiste à utiliser le maillage pour faire la comparaison entre la CAO et la pièce réelle. Donc, c'est ce que je fais à l'écran. Donc, il y a différents paramètres. Ici, j'ai simplement dit que je souhaitais utiliser 100% du maillage pour faire mon calcul. Donc, vous voyez, c'est très rapide et ça me permet d'avoir une cartographie couleur ciblée. Alors, évidemment, on peut changer l'intervalle de tolérance que l'on a dans notre échelle de couleurs. Par défaut, en fait, elle se met en automatique pour avoir 80% des écarts en vert, mais on peut changer le bornage. On va pouvoir faire notre petit pick-up comme on a fait tout à l'heure pour connaître des écarts à des endroits précis et créer une vue pour l'intégrer dans le rapport de contrôle. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, on était sur une partie plutôt, on va dire, surfacique. Maintenant, on va venir extraire des éléments donc dits géométriques. Donc, c'est ce que l'on fait ici à l'écran. On vient définir un cercle. Donc, on clique sur la CO, on récupère le diamètre, la position X, Y, Z, l'orientation. Le deuxième onglet de l'élément cercle va nous permettre de rentrer une tolérance. Donc, on a accès évidemment à la table ISO qui nous permet en fonction du diamètre théorique de calculer le bon IT. Ou on peut aussi renseigner à la main l'intervalle de tolérance en fonction du plan que l'on a. Donc, le troisième onglet va permettre d'évaluer l'élément. Donc là, comme on est sur une application sans contact, on va venir faire ce qu'on appelle une extraction. Donc, on a différentes méthodes d'extraction. Les deux premières sont basées sur l'arête et les deux dernières sont basées sur donc, des datas qui vont être à l'intérieur du cylindre. Donc, ensuite, une fois qu'on a donc renseigné tous nos paramètres, on extrait notre élément, on va pouvoir créer une étiquette. Dans cette étiquette, je l'ai paramétrée pour avoir le diamètre, donc avec une valeur numérique, mais pour avoir la position Y
X avec le petit icône que l'on voit qui nous permet de voir que le cercle est décalé vers la gauche et vers le bas, d'une valeur de 6 microns vers la gauche et vers le bas d'une valeur de 879 microns. Donc on a créé notre étiquette, on a créé notre vue, et maintenant on va pouvoir donc créer ce qu'on appelle un profil de ligne. Alors nous, dans Metrolog Evo, on appelle ça une section. Donc dans un premier temps, comme on a fait tout à l'heure, on vient définir notre élément. On vient sélectionner donc un plan de coupe que l'on voit à un écran, un point de début et un point de fin, c'est-à-dire que la section, je décide vraiment qu'elle soit limitée, hein, je ne veux pas la faire sur l'intégralité de ma CAO. Je définis un pas d'1 millimètre entre chacun des points et je viens extraire mon élément. Donc là, on ne voit pas grand-chose à l'écran, donc on va afficher la vue détaillée. C'est un outil d'analyse très puissant qui va nous permettre de matérialiser en bleu la section de profil de ligne réelle et donc en rouge, on retrouve notre intervalle de tolérance et on va pouvoir, comme on l'a fait tout à l'heure, créer des étiquettes sur des points ciblés et ensuite créer une vue détaillée pour venir l'intégrer dans notre rapport de contrôle. Donc voilà, je désactive la vue détaillée pour repasculer sur une vue d'ensemble générale. Et maintenant, je vais venir donc extraire à nouveau un élément géométrique, un plan. Donc toujours le même principe, hein, vous voyez, Metrolog Evo, c'est très simple d'utilisation. Le premier onglet de l'élément plan permet de définir l'élément. Donc je clique sur ma CAO. Et le troisième permet d'extraire l'élément. Donc, on retrouve différentes méthodes d'extraction. Ici, j'ai sélectionné la méthode dite nid d'abeille. Je vais pouvoir donc paramétrer la taille de mes patchs. Je vais pouvoir également jouer sur la hauteur d'extraction. Donc là, c'est ce que l'on voit à l'écran. Je passe en filaire pour bien vous montrer que la hauteur d'extraction joue bien dans les deux sens, en positif et en négatif. Donc, attention sur les pièces de tôle où vous avez scanné la face supérieure et la face inférieure. Si vous avez une hauteur trop importante, ça va prendre les points du dessous. On va pouvoir aussi exclure les points qui sont en bord de notre plan. Donc sur les pièces de tôle aussi, c'est très important dans le sens où on peut avoir des congés, on peut avoir des bavures, on peut avoir un chanfrein. Donc on va pouvoir éliminer de manière automatique et réduire par rapport au bord la zone d'extraction. Donc, une fois que l'on a renseigné tous ces paramètres, alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en cours de paramétrage, ça impacte directement notre résultat. Donc, on a une notion de dynamique. On voit le résultat en temps réel en fonction de nos paramètres. Donc, voilà, on a évalué un plan. Maintenant, on va évaluer un second cercle, comme on l'a fait tout à l'heure, pour venir donc calculer l'anthrax entre le premier cercle extrait et le second. Donc toujours le même principe que tout à l'heure. Hein. Donc là, je peux cliquer directement en fait sans forcément cliquer sur l'onglet de définition. J'utilise les mêmes paramètres que j'ai utilisés la dernière fois. Le logiciel donc les avait enregistrés. Et ensuite, je viens sélectionner ma distance pour venir créer donc cette fameuse distance, cet anthrax entre mon cercle 1 et mon cercle 2 et créer mon étiquette pour connaître donc la valeur de distance. Donc on a plusieurs distance, hein, là, on a une distance 3D, on peut aussi afficher des distances suivant les axes X, Y et Z. Donc, comme je souhaite donc à la fin délivrer un rapport graphique, j'enregistre une vue 3D que je nomme distance 1 afin de la retrouver facilement et l'intégrer dans mon rapport de contrôle. Donc, ensuite, on va venir évaluer donc une tolérance géométrique, donc une tolérance, on va dire, assez simple, une planéité. Donc, je sélectionne mon plan. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le logiciel va appliquer, donc là, j'ai sélectionné la norme ISO, le logiciel va venir appliquer automatiquement les paramètres de calcul sur mon plan en suivant la norme ISO. C'est-à-dire que moi, je l'avais simplement mesuré en moindre carré, mais automatiquement, le logiciel va appliquer les bons paramètres pour suivre la norme ISO. Donc, pas besoin d'être un expert, le logiciel le fait de manière intelligente. Et donc, ce que je montre à l'écran, c'est que le Metrolog Evo dispose de l'intégralité des tolérances qui sont donc normées via cette fameuse norme ISO. Donc, je crée mon étiquette. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve mon cartouche de tolérance qui, normalement, va être similaire à celui que j'ai sur mon plan et ma valeur. Et ensuite, alors je ne l'ai pas forcément enregistré dans cette vidéo, mais je vais pouvoir imprimer un rapport de contrôle ou également exporter mes résultats. Donc, il y a tout un tas de formats d'export qui sont disponibles pour pouvoir dialoguer avec d'autres logiciels. Donc, ça peut être des formats pour aller faire derrière du traitement statistique, pour exporter dans Excel tout basiquement, ou également des formats qui vont permettre de récupérer les résultats et venir les intégrer pour faire des corrections sur nos outils de production. Donc voilà pour la partie traitement logiciel. Je redonne la parole à Olivier pour la conclusion.
Merci Arnaud. Bien évidemment, dans tout ce qu'Arnaud vous a montré là, les opérations qui sont faites manuellement sont des opérations qui sont faites une fois pour créer la gamme. Une fois que cette gamme est créée, c'est bien évident qu'après, vous pouvez itérer les mesures pratiquement tout en automatique. Donc c'est ça qui fait que dans ce process où on était tout à l'heure, finalement, à chaque étape de la mesure, comme je vous disais, nous, on est la partie 3 là, mais il y a tout ce travail d'amont. Finalement, ce que Arnaud vous a montré là, c'est la préparation et la programmation. Et puis l'analyse, on l'a fait ultérieurement, et là, c'est un métier de spécialiste. Donc, ce qui est important pour conclure, et pourquoi les solutions et le mariage finalement entre Créaform et Métrologie Group pour compléter complètement le besoin industriel, c'est qu'en fait, on est réellement, que ce soit d'un point de vue matériel ou logiciel, sur des solutions rapides. Nous, pour le matériel, c'est les setups qui sont rapides, les cadences de mesure qui vont vite. D'un point de vue logiciel, c'est ce qu'Arnaud vous a montré pour les extractions en automatique, par exemple. Voilà, et puis les gammes de mesure. La versatilité, c'est quelque chose qui est peut-être plus lié au hardware, mais effectivement, les mesures en atelier, pas de préparation de pièces, pas de matifiant pour des pièces brillantes, etc. C'est aussi vrai pour la partie logicielle, qui est capable aussi bien de prendre des données scannées que des données palpées. S'il avait fallu utiliser toutes les capacités du package Metrascan NDProbe, finalement, on aurait pu mélanger des données palpées à des données scannées, c'était aucun problème. Bien évidemment, tout de même, le nerf de la guerre, comme on en parlait tout à l'heure, les notions de précision et de respect des normes, donc ça, c'est très, très important. D'un point de vue logiciel, être capable de comparer à une CAO, inévitablement, on est sur des précisions à 10 moins quelque chose sur les CAO, donc c'est quelque chose de très précis. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que si vous n'avez pas de CAO, vous pourriez très bien avoir scanné une pièce que vous savez bonne et vous en servir de référence. C'est tout à fait possible également. Les extractions sont un petit peu plus complexes dans ce cas-là, puisque rien n'est vraiment exact dans la vraie vie. Mais voilà, mais sinon ça va très très bien. Et puisque vous avez pas forcément bien vu aujourd'hui, mais qui est la réalité des choses, c'est qu'on est complètement intégré. Donc en fait, Métrologue Evo et Exocat a fortiori est capable d'englober notre VX Element Créaform, qui est vraiment la partie acquisition. Donc tout ça, inévitablement, participe au gain de productivité et finalement vous permet d'itérer plus qu'avant et de mesurer beaucoup plus qu'avant et de réduire malgré tout ça les temps de time to market, qui est vraiment la problématique industrielle des manufacturiers. Je pense qu'on est au bout. Je vais redonner la parole à Nina. On va passer à la partie questions. Oui, merci Olivier, merci Arnaud, merci à tous les participants également. On va maintenant commencer la session des questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet questions et les brochures sont à votre disposition aussi via l'onglet documents. Alors, on y va. Première question. Quelle est la distance idéale entre le scanner et l'objet? Je crois qu'elle est pour moi cette question. La distance, c'est une focale fixe en fait, qui est d'une trentaine de centimètres. Mais je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo, on a une représentation graphique des croix laser d'un point de vue logiciel. Quand elles sont en vert, vous êtes à la bonne distance. Quand elles sont en rouge, vous êtes trop près. Quand elles sont en gris, je crois, vous êtes trop loin. Donc en fait, finalement, il y a des garde-fous dans notre logiciel à plein de niveaux, et notamment sur cette focale, qui est quelque chose qui est un peu compliqué. Si vous n'êtes pas dans la bonne zone, on ne scannera pas, on ne prendra pas les données. Donc c'est tout ça pour des soucis de simplification. Donc c'est 30 cm pour répondre réellement à la question, mais plus ou moins 10 cm finalement. Merci Olivier. T'en prie. Pouvons-nous automatiser le processus d'extraction des éléments si nous avons une série de pièces à mesurer? Ok, donc oui, celle-ci, c'est plus côté logiciel. Donc effectivement, tout ce que je vous ai montré lors de la vidéo va venir s'enregistrer donc dans une session de travail et on va pouvoir rejouer la session de travail de manière chronologique. Donc, c'est-à-dire que les différentes extractions, les cartographies de couleurs, jusqu'à l'impression du rapport, tout ça va pouvoir venir être rejoué sur une pièce B si on a à venir contrôler une série de pièces. Et effectivement, ça permet un gain de temps qui est significatif et également de suivre tout un processus et d'avoir le même processus entre chacune des pièces. Merci Arnaud.
Alors, quelle est la différence entre le Metrascan et le Handyscan? Est-ce que c'est uniquement la précision ou bien c'est l'utilisation de ces scanners qui sera différente? Alors, c'est une bonne question. Basiquement, ça utilise les mêmes briques. On a retrouvé sur les deux présentations, les deux utilisent la technologie laser bleu, les deux sont ISO 17025 et VDI, VDE. Donc, on retrouve des briques. L'interface logicielle est exactement la même. Et effectivement, la question, c'est plutôt l'application qui va driver le choix de la solution. Si vous avez des petites pièces à mesurer, si vous voulez déployer le Citrac plus le Metra, même si ça se fait vite, c'est un peu écraser une mouche avec un canon, si vous me permettez l'expression. Donc, on va plutôt utiliser le Handyscan. Si par contre, du coup, vous avez une fois à l'année une caisse en blanc à mesurer ou une pièce un peu grande, bon, coller des vignettes sur l'objet, ça permet d'utiliser un Handyscan, mais en général, des pièces de grande dimension, on va plutôt utiliser le Metrascan, et puis des pièces de moyenne et petite dimension, plutôt le Handyscan. Bon, je dirais jusqu'à 1 mètre 50 au cube Handyscan, et au-delà d'1 mètre 50 au cube, on va plutôt prendre du Metrascan. Merci Olivier. Est-il possible de construire des éléments, par exemple construire une droite par l'intersection de deux plans? Oui, donc Arnaud. question plus orientée logiciel ici. Donc effectivement, oui, c'est possible. Des fois, il s'avère difficile d'aller soit venir en contact avec une arête ou d'aller mesurer physiquement un plan de jauge. Donc Metrolog Evo dispose de tout un tas de méthodes de construction différentes par intersection, des points au fond d'un cône, etc. Donc oui, c'est possible. Merci Arnaud. Y a-t-il une méthode de validation de la qualité de l'acquisition? Alors bon, c'est peut-être plus moi là du coup. En fait, c'est un peu les deux. Si vraiment on est très mauvais en acquisition, on aura des mauvais résultats dans le logiciel. Mais il n'y a pas de méthode pour valider. Comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, on a mis des garde-fous d'un point de vue logiciel, parce que on peut vite faire des bêtises quand on fait de la mesure 3D. Les technologies sont on va dire, de plus en plus simples à utiliser, mais ça n'empêche pas que si on ne respecte pas un certain nombre de règles, on fait des erreurs. Donc, l'utilisation, par exemple, des principes de photogrammétrie va nous permettre de contrôler basiquement les déformations de la pièce. Si par exemple vous avez un setup qui n'est pas rigide et que votre pièce n'est pas rigide et qu'elle se déforme pendant la mesure, bien nous on va voir que les pastilles vont bouger. Donc on va avoir des warnings qui vont dire attention là, ta pièce elle est mal serrée ou il y a un problème et du coup il y a un problème. Donc il y a ça. Comme je disais tout à l'heure, les distances de mesure font que quand on est en dehors des spécifications métrologiques qu'on indique, ça ne scanne pas. Donc c'est un deuxième garde-fou. Et puis déjà, je pense qu'avec ces deux garde-fous-là, on est pas mal. Si en plus on ajoute les non-préparations de pièces, les non-matifications, parce que typiquement, les technologies qui ne sont pas efficaces sur les pièces un peu brillantes, parfois on arrive à scanner, mais les données mesurées ne sont vraiment pas des données fiables, alors que là, nous, on a validé aussi sur des pièces brillantes nos spécifications. Donc tout ça, quand on empile vraiment sur la règle des 5 M, on joue vraiment sur tous les facteurs, et je pense que derrière, ça limite les choses. Sinon, la seule solution pour être certain qu'on est en train d'utiliser une technologie et que tout est bien, d'accord, je n'ai pas parlé tout ce qui est calibration, etc., hein, c'est justement d'avoir un artefact type une ball bar ou quelque chose comme ça, donc une barre très rigide avec deux sphères au bout, et de scanner cette barre-là et de contrôler le dimensionnel. Et là, on saura au micron près ce qu'on est capable de restituer comme précision à l'instant T, et puis on peut lancer la mesure. C'est la dernière chose qu'on peut faire en plus de tout ce qu'on a essayé de mettre nous dedans. J'ai été long. Merci Olivier. Alors, de quelles compétences faut-il disposer en production et au service qualité pour mettre en œuvre vos solutions? D'un point de vue matériel, pas beaucoup de, enfin, il n'y a pas de prérequis importants puisqu'on est sur des solutions simples et faciles à déployer, des notions de base de métrologie. Mais je pense que peut-être Arnaud a un complément d'un point de vue logiciel. Il y a vraiment deux facettes, quoi, je pense. Oui, alors niveau logiciel, bon, forcément, faut avoir quelques bases sur l'outil informatique, j'ai envie de dire. Mais après, en termes d'extraction, alors
on va venir jouer sur des paramètres d'extraction. De manière automatique, le logiciel va venir appliquer, quand on va venir évaluer des tolérances, les bons calculs, les bons critères de calcul. Donc, j'ai envie de dire, pas besoin forcément d'être un expert en métrologie. Il faut quand même avoir des bases en métrologie. Il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un alignement. Quand on va nous demander d'aller mesurer des références, etc., il faut savoir quand même ce que c'est. Donc, il faut avoir des notions et quand même savoir ce que c'est que la métrologie. Mais après, il est pas forcément nécessaire d'être très très expérimenté là-dedans. Le logiciel est très intuitif et permet d'appliquer des calculs pour l'utilisateur. Alors évidemment, après, pour ceux qui veulent maîtriser, il y a cette possibilité-là aussi d'aller sélectionner vous-même les critères de calcul à appliquer. Merci Arnaud. Peut-on automatiser la solution avec un robot porteur? Tout à fait. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez pu le voir, Arnaud, quand il a présenté tout ce qui, ça partait des solutions traditionnelles MMT, portables, etc. Tout sur la droite, il y avait la partie automatisation. Et justement, on est également partenaire de Metrologic, où la solution Metrascan qu'on vous a présentée aujourd'hui, on a développé un Metrascan spécifique avec une interface hardware pour les implanter sur des robots. C'est vraiment un Metrascan spécifique, hein, puisque les accélérations de robots, etc., sont différentes. Le scanner est soumis à des efforts très différents en automatique qu'en manuel. Mais nous, on vient utiliser exactement la même technologie, le même C-Track, c'est juste un Metrascan spécifique parce que c'est une interface, il n'y a pas de bouton dessus puisque c'est le robot qui déclenche, enfin c'est le logiciel finalement qui déclenche. Et derrière, c'est géré côté métrologique par des suites logicielles appropriées pour les robots et pour tout le reste. Mais là, je vais laisser Arnaud en parler, il connaît mieux que moi. Exactement, exactement. Donc en fait, oui, au niveau logiciel, alors la particularité, c'est quand même très très important. Il existe des solutions où vous avez un logiciel pour la partie métrologie et un autre logiciel pour la partie gestion des trajectoires, pilotage robot. Là, l'intérêt de notre solution, c'est qu'elle fait les deux. C'est-à-dire qu'avec un seul et même logiciel, vous allez pouvoir piloter votre robot, vous allez pouvoir générer des trajectoires de manière automatique. On a intégré une fonction qui s'appelle le path planning, c'est-à-dire que vous allez venir sélectionner dans le logiciel les éléments à les mesurer. Si vous avez des GDT ou des PMI, vous allez pouvoir également les sélectionner directement dans le logiciel et le logiciel va générer automatiquement les bonnes trajectoires pour aller faire l'acquisition et ensuite faire l'exploitation et le traitement dans Metrolog. Donc effectivement, on a une solution donc, qui s'appelle le Cuber. On a aussi des solutions custom pour venir vraiment s'intégrer sur la ligne et avoir une solution 100% automatisée. Merci Arnaud. Quelle est l'incertitude de l'Handyscan dans un volume de mesure de 1 mètre cube? Alors la formule, donc comme j'expliquais, la précision, ce qu'on appelle le single point, c'est-à-dire vraiment quand on mesure localement sans déplacement on est à 25 microns. Et la formule à utiliser, qui va au-delà d'ailleurs du mètre, c'est 20 microns plus 40 microns par mètre. Donc dans le mètre cube, on est sous les 60 microns d'erreur maximale si on mesure une distance d'1 mètre. Hein, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on mesure. C'est-à-dire que sur des voitures, on a fait des cas, hein, juste avec des pastilles, on est sous les 2/10 de millimètre, sur les 5 mètres, on est très largement en dessous, ce qui permet déjà d'avancer pas mal de choses. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le Handyscan est moins utilisé pour des choses de ces dimensions-là, mais effectivement, on est en dessous hein, de ces valeurs-là. On sait qu'on est bien meilleur que les spécifications qu'on annonce, mais pour pas lutter à chaque fois qu'on passe des spécifications en fait. Comme ça, on est des certifications, pardon. On est sûr de notre coup. Merci Olivier. Je souhaite partager les résultats avec mon client ou mon équipe de direction. Existe-t-il d'autres supports que le rapport? Alors oui, la question plus orientée logiciel. Donc effectivement, oui, on a un Metrolog X4 iViewer qui est une version gratuite qui ne nécessite pas de dongle physique hein, pour l'utiliser, qui va permettre donc de partager la session de travail avec son management ou avec ses clients, donc en interne ou en externe. Donc on va venir partager la session de travail. L'idée c'est pas d'aller créer des résultats au travers, on maîtrise vraiment l'information qu'on diffuse avec nos clients et d'avoir en fait une représentation graphique plus intuitive, plus interactive que ce qu'on retrouve avec le rapport PDF ou le rapport papier. On va également avoir notre X4 iHolo, donc c'est une application via les HoloLens de Microsoft qui vont permettre, donc on voit au travers les lunettes, on voit la pièce réelle et sur l'écran des lunettes, on va venir projeter
La cartographie couleur, on va pouvoir afficher des étiquettes et donc là, c'est pareil sur des pièces de grande dimension, ça peut être très intéressant. On peut avoir tous une paire de lunettes, regarder sa pièce et visualiser directement sur la pièce la cartographie couleur, les écarts et les erreurs au niveau de la pièce. Donc encore une autre façon de visualiser les résultats. Merci Arnaud. Alors, ça c'est plus pour Olivier. Nous utilisons actuellement un bras de mesure dans le cadre de notre contrôle qualité. Quels sont les avantages d'un scanner 3D? Alors, si les pièces mesurées sont toutes petites et que votre bras est tout petit, généralement c'est fait pour, il n'y a pas de problématique. Là où il va y a commencé à y avoir réellement des avantages à trouver, c'est que un bras, pour moi, c'est transportable et pas portable. Donc déjà, c'est plus facile d'aller mesurer in situ n'importe où des pièces au sein de votre entreprise, par exemple. Mais imaginez que vous alliez, je sais pas, vous n'êtes pas d'accord avec un client sur une pièce, bah, vous prenez votre mallette. Le ND-Scan, c'est dans une mallette qui est une petite mallette qui fait 5 kilos. Vous le prenez, vous prenez l'avion avec, et puis vous atterrissez, et puis hop, vous allez scanner, setup 5 minutes, vous êtes capable de le faire. Donc, je dirais portabilité. C'est vraiment facile à utiliser. Du coup, le ND-Scan, il est aussi très simple à utiliser par tout ce que je vous ai expliqué juste avant. Par le logiciel, on a des garde-fous partout. Donc voilà. En termes de précision, 25 microns, il y a des bras plus précis, il y en a d'autres moins. Voilà. Et les méthodes d'utilisation, c'est-à-dire que c'est vraiment les 5M dont je parlais. De toute façon, c'est la base de tout. Hein. Si vous êtes obligé pour mesurer de déplacer le bras, de le repositionner pour faire le tour de la pièce ou de déplacer la pièce, vous allez être obligé. Donc, ce temps de reset-up finalement va être chronophage. Vous allez avoir 2 scans que vous allez être obligé de réunir. Comme vous avez une imprécision d'un côté, une imprécision de l'autre, quand vous réunissez, vous avez une perte de précision. Nous, tout ça, c'est parti. Il n'y en a pas. Le positionnement se fait en photogrammétrie direct, donc il n'y a pas aucune problématique. Et quand bien même on pourrait être obligé de fusionner 2 scans, eh bien les fusions ne sont pas des fusions de maillage, mais des fusions de voxels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc en fait, dans le voxel, vous avez 2 fois plus de données, donc vous améliorez encore, vous affinez encore vos résultats. Donc je pense que voilà, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et c'est ce qui a fait notre succès, hein. C'est ce côté novateur du maillage direct, du voxel, de la portabilité et s'affranchir des méthodes. Enfin, on s'affranchit pas des méthodes, mais en tout cas, on limite le côté complexe de la méthodologie autour de la mesure. Merci Olivier. On a beaucoup de questions. Merci à tous les participants. On a encore le temps pour 2 dernières questions. Alors, les pastilles sont-elles essentiellement dans l'acquisition de nuages de points ou le maillage? Est-ce que leur position a-t-elle une importance dans la qualité d'acquisition? Alors ça c'est pour moi là, je pense. Hein. Donc les pastilles, donc sur les technologies ultra portables à main, elles sont obligatoires. Voilà, donc faut en mettre, on n'a pas le choix, puisque c'est voilà. Sur des technologies comme le Metrascan, j'aurais pu m'affranchir de mettre des pastilles sur l'objet, mais quand je fais ça, je prends le risque de plus traquer mon objet. S'il bouge, je suis dans un cas traditionnel, type utilisation de bras polyarticulés. Donc oui, c'est important de positionner les pastilles. Sur de la pièce grande, en fait, quand vous voyez le cône de mesure, c'est un peu comme un tabouret, si vous voulez. Si vous mettez les 3 pieds du tabouret les uns sur les autres, vous allez tomber. Si vous les écartez bien, vous allez bien vous appuyer, vous allez être sur quelque chose de fixe. Donc, avec le Metrascan, on a tendance à répartir les pastilles sur un champ le plus large possible pour bien s'appuyer dessus. C'est un peu la même chose avec le ND-Scan. La seule chose qu'on fait pas, c'est qu'on met jamais les pastilles sur les bords de pièces directement, parce que comme on reconstruit automatiquement sous la pastille, qui est une option d'ailleurs, on peut choisir de ne pas reconstruire sous la pastille. Si on reconstruit sous la pastille et qu'on a mis la pastille sur le bord d'une pièce, sur une arête, bah, il va y avoir un problème dans le maillage. Mais c'est la seule règle. À part ça, c'est vraiment très aléatoire. C'est vraiment facile. Hein. Merci Olivier. Je t'en prie. Et une dernière question concernant le service après-vente et support en France. J'avais dit tout à l'heure un peu, mais effectivement, je prends la parole à Arnaud. Le pauvre, je ne laisse pas parler. On est tous les deux à Grenoble, donc on a tous les deux un centre de support. Je laisserai Arnaud expliquer pour la partie métrologie groupe, mais support en France, à Grenoble, on a une dizaine de personnes dans l'équipe, mais en fait, on est en support à H24. Si vous appelez un
peu tard le soir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui décrochera avec un petit accent québécois, mais ça sera pas grave, vous pourrez vous comprendre. Voilà, donc on est vraiment support. Pour nous, c'est très très important. On a des très bonnes, notations de nos clients sur le service support, que ce soit pour les maintenances, pour les certifications annuelles, pour le support téléphonique basique. C'est vraiment très 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 important pour nous. On vient du service, hein, faut pas l'oublier. Donc finalement, on sait un peu ce que c'est, donc on a des bonnes qualités de service. Et du coup, bon, bah, sur la partie logicielle, donc effectivement, nos licences sont livrées avec 1 an de maintenance. Donc la maintenance après est facultative, hein, nos clients décident ou pas de la renouveler. Donc ce service de maintenance inclut les mises à jour du logiciel, c'est très important. Si vous souhaitez continuer donc à ouvrir des CAO, puisque les formats de CAO changent et évoluent, à suivre les normes également, donc c'est très important les mises à jour. Et également le support téléphonique, donc la hotline. Aujourd'hui, on a donc une permanence hotline qui est basée à Grenoble, là où est développé le logiciel. Donc, il y a de la réactivité, on sait répondre à vos questions. Si le hotliner n'a pas la réponse, il monte d'un étage, il est là où est développé le logiciel et il est capable de vous rappeler très rapidement afin de vous fournir la réponse. Donc, effectivement, le support technique, c'est quelque chose sur lequel nous sommes aussi très attentifs chez Metrologic et nous avons extrêmement bonne réputation par rapport à cela également. Merci Arnaud et merci Olivier. Là, on arrive à la fin de notre période de questions-réponses. Merci à tous. Si nous n'avons pas encore répondu à vos questions, on vous contactera après le webinaire. N'hésitez pas à revenir aussi vers nos experts si vous avez encore des questions. L'équipe reste à votre écoute. Pour finir, votre avis compte. Il y a aussi une petite questionnaire à la fin du webinaire qui se lancera automatiquement. Merci encore pour votre intérêt. Arnaud et Olivier, avez-vous quelque chose à rajouter? Pour ma part, non. J'étais ravi de partager ce moment avec toi, Nina, et avec Arnaud, et avec vous toutes et tous. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Vous avez toutes nos coordonnées. On est à votre disposition. Ça nous fera plaisir. Et pour ma part, ben voilà, je souhaitais remercier donc tous les participants au nom donc de Créaform et Metrologic. Je souhaitais également remercier toutes les personnes qui ont participé et travaillé sur ce webinaire. Donc je vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit côté Créaform ou Metrologic. Donc merci à tous pour votre travail. Merci aux participants pour l'intérêt à nos solutions communes Créaform et Metrologic. Et évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous par téléphone, par mail ou via les réseaux sociaux si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on organise des démonstrations ou si vous souhaitez tout simplement des informations un petit peu plus personnalisées. Merci encore à toutes et à tous et bonne journée. Merci, au revoir, à bientôt.